Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur Beurre FM dans votre émission de Time Sport de 18h à 19h du lundi au vendredi. Comme d'hab, ensemble durant une heure pour l'actualité sport. Au menu de cette émission, l'hommage et les prières de Nantes et du monde du football pour Emiliano Sala. Yamani Yakouben et Adj, ex-boxeur sociétaire du Star Boxing et du Phoenix à Paris, seront les invités ce soir de Time Sport. Le Barça aussi a signé une 7e victoire d'affilée. Ça fera plaisir à tous les auditrices et les auditeurs fans de la Liga et Balotelli enfin qui débarque sur la cité phocéenne et au Vieux-Port. Gogo, Time Sport, c'est parti. Time Sport. Ce soir avec moi pour m'accompagner durant une heure, on aura notre Bassim Baron. Comment ça va? Ça va Bilal et toi? Salut. Ça va bien? Ça va tranquille. Ouais, super. Enneigé. Et Balotelli qui vient de signer, tu viens de me le rappeler. Une belle nouvelle pour, du côté Vieux-Port. Hein. Ouais, ça fait plaisir à tout Marseille, j'ai l'impression, au sud de la France, notamment peut-être à Nassim Bourras. Comment ça va Nassim? Comment ça va Bilal? Bonsoir à tous. Oui, tu vas bien? La Bundesliga a repris, donc je peux aller que très bien. Ah oui, ça reprend. Nombre Avec de une stars. victoire du Bayern Munich en plus. Aïe, aïe, aïe. Victoire. Hein. Le club de cœur de Nassim. Coach Tolé, Claudio est avec nous ce soir. Comment ça va, coach? Tout le monde, c'est impeccable. Tu vas bien? Tranquille. Et buonasera avec Juan José Dorado. Comment ça va, Juan? Buenas tardes. Y frías tardes. Ah, En espagnol, frío, ouais. froid. Il fait très froid. Il fait très froid, c'est vrai, sur la ville de Paris et notamment en région parisienne. Je ne sais pas si à travers la France c'est de même. Je pense qu'il fait un peu plus chaud à Marseille. Un peu plus chaud dans le sud. Oui, même du côté de Perpignan où on les écoute. Allez, c'est parti du côté de Nantes. Time Sport, le ras-le-bol. Désolé, j'étais parti pour faire grève encore une fois. Hein. Allez, je le sais, mais tu as de quoi de faire grève. Hein, justement, tu es nantais, on le rappelle. Exactement. Hein, c'est Florian Bizet, notre réalisateur, justement, l'hommage et les prières de Nantes à ce joueur qui est Emiliano Sala. Plus de 1000 personnes se sont réunies mardi soir place au Royal à Nantes pour rendre hommage à l'attaquant Emiliano Sala, l'Argentin, dont l'avion a disparu lundi soir fondu. Que le monde du football prie pour lui et envoie des témoignages émus à l'attention de l'ex-joueur nantais. Dans un message publié sur Twitter à 18h mardi, la police de Guernesey a annoncé la suspension des recherches à cause de la tombée de la nuit prévue. Leur reprise mercredi au lever du soleil. L'attaquant argentin, on le rappelle, se serait confié à son ami Nicolas Palouin pour lui expliquer qu'il redoutait la sécurité de son vol retour. D'après nos confrères de 20 minutes, il est arrivé à Nantes avec le même avion qui a disparu hier et aurait vécu un vol aller mouvementé. C'est pourquoi il craignait la sécurité, je rappelle, de son vol retour. Que penser des dernières paroles à ce jour où Salah faisait état au téléphone de sa peur quant à la fiabilité de l'appareil dans lequel il s'installait afin d'effectuer la traversée de la Manche? On t'écoute, Bassim. Que penser de ces paroles? Je les ai écoutées hier soir. C'est un peu froid dans le dos quand on entend ça parce que il est un peu détendu mais en même temps stressé, donc il parle assez proche, il explique qu'il est fatigué après sa journée à Nantes. Et il vient du cœur ce message. Il vient du cœur et en même temps ça fait très bizarre à écouter. Donc après quand tu vois les images de l'avion, bah forcément l'avion quand tu le vois il te rassure pas vraiment. Et quand tu écoutes le message, ben c'était assez prémonitoire. Surtout quand il explique en gros que si je vous donne pas de nouvelles dans l'heure et demie, bah vous saurez qu'il m'est arrivé quelque chose. Ouais, c'est grave. Nassim. L'avion en lui-même, il n'avait rien de particulier. L'avion appartenait au président de Cardiff. Non, il était de bonne qualité, il n'y a pas de souci. Le problème, et moi ce qui m'indigne dans ce problème-là, c'est que l'avion a décollé 3 fois. Selon les informations de la police de Guernsey, l'avion a décollé 3 fois, et 3 fois, il a dû suspendre et revenir sur la piste d'atterrissage pour pouvoir redémarrer. À partir de ce moment-là, pourquoi il n'y a personne pour dire on suspend le vol et on reprend la prochaine fois? Moi, mon hypothèse, c'est que le club de Cardiff a forcé le départ de Salah, parce que Salah est revenu à Nantes pour sûrement faire ses adieux et régler 2-3 affaires personnelles. On reprend l'entraînement le lendemain matin. Voilà, et l'entraînement, il devait être présent à mon avis pour l'entraînement. Moi, c'est mon hypothèse. Si c'est le cas, c'est scandaleux dans le sens où l'avion n'était clairement pas prêt de partir. Et dans le message justement dont traitait rapidement Bassim récemment là, c'est juste que Salah dit l'avion part en miettes. L'avion part en miettes et je ne sais pas si je serai là dans 1h30. Comment on peut accepter de partir, sachant que l'avion, entre guillemets, part en miettes et qu'il n'a pas pu partir 3 fois de suite? Moi, je comprends pas. Je suis dans la compréhension la plus totale
Et ce qui s'est passé derrière, c'est que l'avion a vraisemblablement dû se cracher derrière. Donc c'est malheureux. Et j'attends d'en savoir plus quand même parce que je vais pas attaquer directement qui que ce soit tant qu'on n'en a pas plus. Parce que même la police de Guernsey actuellement est encore dans le flou. Avant d'attaquer déjà, c'est triste. Nassim. Avant d'attaquer des personnes, déjà quand même se rappeler de l'immense joueur qui était. Ah oui, bien sûr, mais Emiliano Sala. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais dans les faits, ça reste comme un avion qui a dû démarrer 3 fois et qui 3 fois de suite n'a pas pu démarrer dans de bonnes conditions. Donc le joueur Salah, il n'y a pas de souci, il était fantastique, son transfert était mérité, il devait aller voir la première ligue pour essayer de se faire une belle carrière. Mais dans les faits, ça aurait dû jamais arriver. Voilà. Ouais. Claude. Je vais revenir surtout sur ce joueur qui est disparu dans un moment où il arrive au sommet de sa carrière. Tu sais, c'est le transfert de 17 millions. C'est le type de joueur. C'est par Orléans, Niort. Orléans, où il a scoré en Ligue 2. Ses stats, 19 buts en un petit peu moins de 40 matchs, 5 buts en 13 matchs chacun. Et puis Nantes, quasiment 50 buts en 133 matchs dans une équipe qui ne développe pas le meilleur football non plus de Ligue 1. Donc un gars qui arrive à maturité, qui était à un moment même le meilleur buteur argentin derrière Messi au mois d'octobre. Il était, je crois, d'ailleurs 3e, 4e meilleur buteur du championnat de Ligue 1. Et puis apparemment, voilà, c'était quelqu'un, humainement, c'était quelqu'un de vrai quand on entend les témoignages aussi bien de Nantes, mais d'Orléans, de Niort, par où il est passé, de Bordeaux. C'est un gars bien. Ça fait mal, c'est triste. Ouais, c'est triste. On va te donner la parole, Juan, concernant Emiliano Sala. C'était le deuxième argentin, meilleur buteur argentin dans les 5 championnats européens. Ouais. Juste derrière Messi avec ses 12 buts en Ligue 1, sachant qu'effectivement en Ligue 1, il est 5e de Ligue 1. C'est triste, c'est destin, c'est comme ça. Attendons les enquêtes, on sait que les enquêtes sont assez poussées. C'est pas encore confirmé la disparition, voilà, justement. On attend, malheureusement, même si ça reste attendons cette enquête pour avoir des réponses sur l'état de l'appareil. Et il faut se souvenir aussi que ce n'est pas du tout la première fois qu'on a des accidents comme ça. Tout le monde se rappelle l'équipe anglaise décimée 60. Et avant, il faut juste se rappeler l'Amérique latine, toute une équipe qui était c'est ça. Voilà. Mais encore bien avant aussi. Voilà, donc, effectivement, on a eu c'est dommage. Pourquoi a-t-il collé s'il avait des doutes? Tout simplement parce que c'est un joueur qui est habitué à voler, à prendre des avions, parce qu'il fallait s'entraîner le lendemain et personne ne pense que c'est son dernier vol. Ouais, justement. On est justement dans ce ras-le-bol. Bassim, peut-être mauvais geste de com ou il n'a pas fait exprès de la part de CR7. Ouais, CR7. Très, et sa fabuleuse photo. Très malvenue. Selon Gary Lineker, ancien gloire du football international et même anglais, ça devait pas avoir lieu, quoi. Après, on ne sait pas, en tout cas, on ne saura jamais. Je pense pas qu'il ait fait exprès, parce que je pense que tout humain a cette réflexion quand il est au courant de ce type de tragédie. Surtout un gars comme CR7. C'est ça. Et puis, c'est pas lui qui poste. Faut pas oublier qu'il y a un mec qui gère ça. Donc oui, c'est très malvenu. Après, de toute façon, là, on est dans un moment de tragédie. On ne connaît pas encore toute l'issue de ce qui s'est passé. On ne sait pas encore s'il est vivant ou pas. Donc, je ne vais pas dire qu'on est en deuil, mais pour l'instant, on restons à l'écoute des nouvelles. Ouais. Et c'est compliqué de parler, que ce soit du fait qu'on ait fait le forcing pour qu'il prenne son avion, ou bien des erreurs de com que peuvent avoir, comme on en a parlé en off, de Maradona, ou bien là de cette photo de CR7. Pour l'instant, respectons un petit peu la famille et même les supporters du FC Nantes, parce que Claude en parlait. La famille du football. C'est un joueur merveilleux. De base, si on en parle, lorsqu'il était encore en activité, entre guillemets, ça restait un joueur entre guillemets moyen de Ligue 1. Mais quand on voit sa capacité à transcender les fans de football, tout club confondu, et quand on voit l'hommage qui a été rendu par les supporters nantais, je pense que ça peut qu'émouvoir, et c'est beau au final de voir les liens qui peuvent se créer entre un joueur et des supporters de football de manière générale.
C'est pas faux. Le 01 53 48 3000 et on a Abdel qui nous appelle de Paris pour réagir sur le cas de la star nantaise Emiliano Sala. Bonsoir Abdel. Oui, bonsoir. Bonsoir messieurs, bonsoir à tous les auditeurs. Oui, effectivement, je souhaitais apporter justement mon soutien, j'allais dire, aux fans d'Emiliano Sala, des supporters nantais et également membres de sa famille qui vivent actuellement quelque chose d'horrible. Quelque chose d'horrible. J'ai pu lire les déclarations de son père ce matin et c'est très poignant parce qu'il est dans l'incertitude, il est dans l'attente qui doit être insoutenable pour un père de famille. Donc en plus c'est peut-être la dernière personne qui a entendu son fils. Donc ça doit être encore plus terrible à vivre. Mais au-delà de ça, je voulais rendre hommage à ce joueur, un travailleur, un garçon qui était toujours là. C'était pas un tête, c'était pas quelqu'un de très technique, enfin, mais c'était un besogneux, quelqu'un qui ne lâchait jamais rien, qui avait justement ce côté américain, grinta, on pouvait qu'aimer ce genre de joueur et apprécier, et c'est vraiment le genre de joueur type qu'un supporter aime, parce que à l'image d'un Cavani par exemple, c'est des mecs. Ouais. Oui, allô. Ça a dû couper. En tout cas, on va te redonner la parole. Ouais, justement, coach. Pour compléter ce que disait Abdel, on a été interrompu avec. Les supporters nantais le considèrent, alors ils ont plus de grands attaquants sur les 10 dernières années, ils ont eu quelques difficultés, ils le considèrent quand même comme l'un des meilleurs attaquants qu'ils aient eu. Ils pardonnaient justement le fait alors qu'il manquait un petit peu de vitesse technique par sa combativité. Ils se disaient qu'il avait cette grinta. Enfin, c'est un joueur argentin, c'est la fibre de ces joueurs sud-américains qui ne nagent jamais, qui sont vrais. Après, voilà, enfin, c'est triste. Il faut savoir qu'il voulait quitter le FC Nantes l'été dernier. Cardozo ne comptait pas sur lui. Finalement, il reste. Début de saison, Tony Truant. Puis Cardi, finalement, il n'est pas forcément chaud pour partir. Mais on lui propose un salaire 3 fois supérieur à ce qu'il touche à Nantes. Donc, à un moment, voilà aussi. Enfin, voilà, enfin, c'est. Puis Nantes a fait le forcing pour qu'il parte aussi, parce que t'as 17 millions à la clé de transfert, donc Nantes, Valdemarquita notamment. On a précipité un peu le transfert il voulait partir au final. Emiliano Sala. Oui, bien sûr. Bah oui, parce qu'il est resté en France pour le moment. Comme tout buteur, il faut rappeler que le coach Ovaïd, comme le disait Yacine Bouali, voulait qu'il reste. Bah oui. Et on a même pleuré. Et sur les 17 millions, faut pas oublier que Nantes, on aurait touché que la moitié. Tout à fait, il y a une partie qui va vers Bordeaux. C'est ce qui est triste au final, c'est que le joueur voulait rester, le coach voulait qu'il reste, les supporters voulaient qu'il reste. Même moi, je voulais qu'il reste. Même moi aussi, je suis pas supporter nantais. C'était un bon buteur de championnat, un mec, un besogneux comme Abdel le disait, c'est tragique. Et justement, il y a tout cet engouement derrière Emiliano Sala. Il faut le rappeler, c'est pas un excellent joueur, un top joueur, un joueur de niveau mondial. C'est un joueur qui, par son travail et son abnégation, a réussi à se créer une brèche dans le football de très haut niveau. C'est un joueur, je vais aller un peu loin en disant un joueur comme moi, vous et moi, qui par force de travail a réussi à combler entre guillemets son manque de talent. Et derrière, il a pu négocier un très bon transfert. Après, voilà, le destin a voulu autrement. C'est pour terminer. Il voulait essayer les championnats anglais, forcément. Effectivement, ça faisait plusieurs années qu'il était en France. Il faut juste se rappeler aussi que c'est quelqu'un qui vient d'un petit village argentin. Donc, c'est quelqu'un qui avait pas vraiment eu peut-être une enfance merveilleuse. Et comme tu disais, on parle de lui aujourd'hui parce que il est décédé. Mais c'est vrai que c'est un joueur qui a beaucoup marqué. Ses 12 buts cette année avec l'équipe française. Mais au-delà de ça, est-ce qu'on aurait parlé de lui effectivement à la fin de saison? On se pose la question. Merci à vous, messieurs les consultants de Talsport. Une courte pause avant de revenir avec nous, deux invités ce soir, Jamel Yacouben et aussi Adjou Beatar
Team Prestige Fight. Justement, vous restez avec nous, le 053 48 3000 pour réagir. Le standard est ouvert durant 1h, 18h, 19h et aussi le hashtag Timesport. Bye bye. Timesport revient dans un instant. Beurre FM, 18h, 19h, Timesport avec Bilal Lemman. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 18h, 19h, Timesport du lundi au vendredi avec vos consultants. Je le rappelle autour de la table, le coach Tolé, Nassim Bourrat, Juan José Dorado et Bassim Maron qui me font le plaisir de m'accompagner. Aussi à la régie, c'est un certain Florent Bizet, un natif de Nantes, de la Beaujoire. C'est bien ça? Natif, genre je suis un indigène. Un natif. Écoute, oui, je viens de Nantes, mon Bilal. Mais c'est un malade. C'est un malade. Ça me fait rien. Allez, nous on accueille nos deux invités de ce soir. Timesport. Et oui, ce soir, Djamel Yacouben et Hadj Beatar nous font le privilège de nous accompagner durant cette émission à la tête de l'association Prestige Fight qui a pour vocation de promouvoir la boxe Muay Thai, l'art martial ancestral encore méconnu du grand public, peut-être à l'échelle internationale, oui, mais en France, oui, un peu de mal, même avec les différents événements organisés en France et organisateurs aussi de galas de boxe et du fameux All-Star Muay Thai. Comment ça va, messieurs? Djamel, ça va? Ça va, très bien. Ouais. Bonjour à tout le monde. Super sympa d'accueillir Djamel et aussi Hadj. Comment ça va, Hadj? Ça va bien, merci à vous et aux éditeurs, et merci de nous avoir reçus. Merci vraiment d'être avec nous. On va commencer avec cette question, justement sur le All-Star Muay Thai. L'événement, comment peut-on mettre en place un événement où, par exemple, cette catégorie qui est le Muay Thai, ce sport de combat qui est un peu méconnu. Mais on voit que quand même, méconnu c'est un grand mot, parce qu'on voit à l'échelle mondiale avec le MMA, les autres événements que l'on peut découvrir à travers le globe, c'est assez avancé, notamment en Thaïlande, en Asie, en Amérique du Sud, en Amérique centrale et aussi en Amérique du Nord. Vous, aujourd'hui, l'évolution en France, comment se passe-t-elle, messieurs? Déjà, tout d'abord, pour nous, anciens boxeurs, pour moi déjà, Hadj qui est aussi grand monsieur, 30 ans, grand monsieur qui a travaillé avec les plus grands promoteurs, que ce soit aux États-Unis, au Japon et en France, et en Thaïlande surtout, notamment en Thaïlande. Alors, pour ce qui est de la France, le sport, le Muay Thai, notre sport à nous, qu'on défend, qu'on organise, monte très très bien. Grâce aussi à l'image qui a été donnée au K1 avec le Japon, qui a fait beaucoup de parler d'eux. C'est de la même famille, le K1, seulement il n'y a pas de saisie. De là, ce sport-là en France est venu à partir de 1970, dans les années 70, vraiment où ça a vraiment fait le boom ici en France à partir des années 90 avec Sami Kebchi, Canal+, avec les médias aussi, les médias. Le contraire de Canal, toujours derrière ça. Il faut toujours des médias pour pouvoir parler de ce sport-là. Sans médias, on ne peut pas se faire connaître. Et on voit depuis des années 2000 qu'il y a de plus de femmes qui pratiquent. Donc, c'est-à-dire que c'est un sport qui marche bien.
Comment l'expliquez-vous justement? Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont intéressées par les sports de combat. Moi, je dirais peut-être un effet de mode aussi. Un effet de mode aussi, parce que aussi dans les salles de sport, les fitness, ils font beaucoup aussi de sport de combat, de fitness sport combat, c'est-à-dire que ça se rapproche beaucoup de la boxe. Et aussi par rapport au gala, au national, il y a beaucoup de femmes, des petits qui pratiquent, dont des femmes, et puis les mères les accompagnent. Et au fur et à mesure, ils voient que ce sport est accessible et pas violent, comme on pense, parce qu'on est bien protégé en tant que petit, et en réalité que tout se passe bien, quoi. Avec le promoteur. Oui, je pourrais dire un mot justement par rapport au Muay Thai, c'était un sport qui est très complet. Donc, comme vous dites, les femmes, elles se dépensent beaucoup, ainsi que les boxeurs, justement. Donc, il y a beaucoup de personnes, genre, on parlait du MMA, qui viennent s'entraîner au Muay Thai. Parce que le Muay Thai, pour le MMA, le stand-up, c'est le meilleur art martial qui puisse les aider dans leur discipline à eux, quand ils sont debout. Kickboxing, tout ça, c'est bien aussi, mais ils préfèrent le Muay Thai qui est plus complet. Une réaction, Nassim. Le Muay Thai, la boxe Thai, ça se ressemble un peu, les mots. C'est pas la même chose. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est plus compliqué en France de développer un tel sport plutôt qu'à l'étranger? Je pense notamment au sport de combat en principe. On a toujours eu des problèmes, vraiment. Avec certains, oui, c'est un peu tabou, j'ai l'impression, à Jamal. Tabou parce que ici en France, on a déjà 2 ou 3 fédérations qui se battent. Je pense notamment à la MMA justement qui est bloqué en France par rapport à la fédération judo, on sait très bien. Par rapport à ces questions financières, parce que je ne sais pas si on classait combien en France au niveau de la fédération judo, mais c'est une des plus grosses fédérations en France. C'est-à-dire que si on homologue, on autorise le MMA en France, eh ben, tous les adhérents, tous les gens qui font du judo, ils vont se mettre directement en MMA parce que c'est juste question d'argent. Mais justement, ce problème, comment peut-il être résolu, Hadj, avec ces fédérations? Pourquoi ils essayent de mettre en place une table ronde avec les différentes fédés, ou peut-être pas une table ronde, non. Tout le monde voudra tirer à soi, mais je pense qu'un jour ou l'autre, il faudra, et je pense qu'on est sur le bon chemin. Je ne sais pas si je ne peux pas dire de notre vivant, on verra ça, mais on est sur le bon chemin, mais il faut tenir. C'est vrai que tout le monde veut être moi, c'est moi qui fais le Muay Thai, c'est moi qui fais ceci, qui fait cela, mais si on est plusieurs à le faire, c'est sûr qu'il sera encore meilleur. C'est comme Jamel disait, les médias, si les médias nous aidaient, mais ils ne peuvent pas aider quelque chose où déjà ils se battent entre eux. Bien sûr. Voilà. Donc, on essaye de vous aider justement, Jamal et aussi Hadj, de mettre en avant les événements que vous mettez en place. On avance, il y a une réelle évolution. J'allais dire Paris 2020, non, c'est plutôt Tokyo 2020. On voit déjà que le karaté apparaîtra pour les Jeux Olympiques. Mais notre sport, le Muay Thai, a été reconnu par le CIO en démonstration pendant 3 ans. Voilà. Donc on a des contrôles antidopage, on a des contrôles dans tous les galas. Nos galas en France maintenant sont de mieux en mieux organisés. Nous avons de très bons boxeurs. Exactement. La preuve, nos boxeurs français sont parmi les meilleurs au monde parce qu'ils boxent dans tous les plus gros plateaux, les plus gros galas dans la planète. C'est-à-dire, pourquoi on ne peut pas les prendre? C'est juste une question d'argent. Voilà, c'est juste une question d'argent parce que les médias ne nous suivent pas, on ne peut pas subvenir à leurs besoins financiers. Donc, ils nous échappent. Il y a une question qui dit la planète Twitter, vraiment, la twittosphère. Il y a des personnes qui aiment beaucoup le sport et qui m'ont demandé ce soir de vous poser cette question tout simple. Il y a comme vous l'avez dit, Jamal et aussi Hadj, qu'il y a des stars des sports de combat françaises et qu'on les reconnaît en France que par leur nouvelle ceinture, ou par exemple quand ils sont en train de checker un Floyd Mayweather ou un Manny Pacquiao ou un Golovkin, et que là-bas ils sont assez voilà quoi, ils sont chatoyés, ils sont vraiment vénérés, si je peux me permettre, et qu'en France on s'en rend jamais compte. Il y a des boxeurs par exemple, il y a des athlètes du MMA au Canada ou aux États-Unis, ils sont hyper connus, ou même en Asie, et en France on les connaît pas, ou on veut pas les mettre en avant. Le problème, comment ça se fait? Nombre de personnes se le demandent. On a des exemples. Balance Week-end, la famille Oubali. Des anciens sportifs, boxeurs, mais du pied-point. Ils ont tous du pied-point. C'est vrai. À l'origine, ils avaient tous du pied-point. À part le Nordin qui a fait toujours d'anglaise,
Mais toute la famille Ouali, ils sont tous venus. On les a boxés. Moi, je les ai boxés. Et il a pris la ceinture à Las Vegas. C'est pas n'importe quoi quand même. En boxe anglaise. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est dirigé en boxe anglaise. Ils sont tous dirigés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'argent en boxe thaï. Il n'y avait pas à l'époque. Les médias ne suivaient pas beaucoup. Les promoteurs n'avaient pas trop les moyens. Donc, ils ont été dans des disciplines où il y aurait peut-être. C'est un sport olympique. C'est un sport olympique, la boxe anglaise, pas la boxe thaï. Ouais. C'est pour ça aussi qu'on a des difficultés. Le jour qu'on sera reconnu au comité olympique, qu'on deviendra un sport olympique, ça sera plus pareil. Les Français seront ici sur place. On a une réaction. Justement, c'est parfait parce que je voulais rebondir là-dessus sur le thème de l'olympisme. Est-ce que vous seriez d'accord, vous, par exemple, si vous auriez votre mot à dire là-dessus, de faire comme pour la boxe traditionnelle, entre guillemets, aux Jeux Olympiques, de séparer les professionnels et les amateurs? Bon, l'olympique, c'est que. C'est ce qui est fait. C'est séparé, l'amateur. Justement, mais est-ce que vous seriez pour le fait que ce soit séparé ou le fait qu'on puisse mélanger les professionnels et les amateurs? Non, c'est bien. Séparé. De toute façon, pour que ce soit reconnu aux Jeux Olympiques, il faut que ce soit amateur. Oui, parce que justement, le CIO envisage peut-être le fait de ramener les professionnels avec les amateurs dans la boxe traditionnelle. Donc c'était pour savoir, à votre avis, si vous seriez pour le fait que les professionnels puissent intégrer ce mode de compétition olympique. Déjà, nous, on n'est même pas reconnus, on n'est déjà pas là. La boxe traditionnelle, ils sont là déjà depuis. Ouais. Ils ont eu le temps de voir. Nous, on est armés. Il faut rester en amateur, pour moi. Il faut laisser les amateurs et pas mettre les professionnels avec les amateurs. Parce que nous, on l'a vu dans les comités, dans les combats amateurs à l'IFMA, les championnats du monde. Il y a quelques professionnels d'État, ils mettent pour prendre les médailles. On voit tout de suite qu'ils font la différence. Parce que les amateurs, les vrais amateurs, les règles, c'est des vrais amateurs. Ils n'ont pas fait de combat professionnel. Et maintenant, de temps en temps, ils veulent tirer l'épingle de leur jeu, les pays, ils mettent des professionnels. Et des fois, ils dépassent droit sur des continents comme la Russie, qui ont beaucoup de gens qui ramènent la compétition. C'est qu'une question d'argent. Question d'argent, le business, oui. La planète, c'est le sport, quoi, Nassim, hein, tu vois. Il n'y a pas qu'au Bayern qu'on trouve celle-là. Même dans la boxe, là. Un mot sur Prestige Fight et aussi le All-Star Muay Thai. Justement avec vous, messieurs. Hadj, Jamal. Et voilà les événements même à venir. Comment on met en place ces événements-là avec de grande ampleur? J'ai l'habitude maintenant, parce que ça fait un moment que j'organise. Maintenant, je fais des galas inter-entreprises, networking, un peu privé que pour les entreprises. Pourquoi? Où on va chercher l'argent? Avec les entreprises. Les entreprises ne connaissent pas notre sport. Alors, j'essaie de leur faire découvrir via mes galas dans des lieux privés, prestigieux et fermés au public. Pour qu'ils soient chez eux, qu'ils ne soient pas mélangés avec le public. Mais aussi, de temps en temps, je fais des galas mélangés public et entreprises qui voient un peu aussi comment ça se passe avec les gens. Ça va être assez sympa, ça, l'ambiance. Qu'on donne une bonne image de notre sport, parce qu'on dit toujours boxe-aïe, de banlieue. Les lieux fermés, justement, Jamal. Mais où, par exemple? Les lieux. Là, mon prochain, c'est un lieu, c'est privé pour l'instant parce que je fais pas de pub. Voilà, mais auparavant, j'avais fait 20 grammes. J'avais fait 2 fois 20 grammes. 2017-2018. C'est une salle mythique. Voilà. Donc j'ai choisi cet endroit parce que c'est une salle mythique, ça représente la boxe. C'est vrai. Et le prochain endroit aussi sera mythique. Ouais. Sera mythique. Il sera mythique, on ne peut pas le dire. On essaie en tant que journaliste, oui, mais on essaie de le chipper de la bouche. C'est bien, on n'arrive pas. C'est bien vu. C'est pour les auditrices. Mystique, on reste. Lui, je ne sais pas s'il est. Ouais. On aura toute la réponse sur les réseaux sociaux, ouais. Alors, je les entends. Moi, le coach Tolé. Je trouve ça juste top ce qu'ils font, c'est extraordinaire. Après, moi, ce qui me fatigue, c'est cette mentalité, tu vois. Un peu à la française, quoi. Ici. Non, Claude. Les gens sont jaloux et puis quand ça dérange, quand ça dérange, c'est parce qu'ils savent dans le fond qu'il y a quelque chose d'intéressant vraiment de ce que vous êtes en train de mettre en place. Sinon, ils en auraient rien à faire. Et moi, je trouve ça vraiment dommage en fait d'en arriver là, alors que ça pourrait permettre à pas mal de gens, en termes de public, de pouvoir se faire plaisir. Mais les gens pensent qu'à leur gueule, clairement, désolé du terme, mais c'est la vérité. Je pense qu'à leur gueule. Ouais, mais de toute façon, on n'est pas les seuls. Hein. Il y en a beaucoup qui essayent comme nous, qui réussissent aussi comme nous. Je sais bien. Je sais bien. On galère tous. C'est toujours le même problème. C'est toujours le même problème. Ce qui serait bien, c'est de réussir tous ensemble. Il y a de la place pour tout le monde. Bien sûr, il y a de la place. Et la concurrence est bonne. Elle est bonne. Faut la faire. Ce problème aussi d'image, c'est que comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est que tout de suite, c'est réservé. Sport de banlieue. Moi, je dis la vérité. Sport de banlieue, tous ceux qui boxent chez moi. Maintenant, c'est fini. Ils sont tous ici de banlieue la plupart. Et c'est des grands athlètes parce que de moins en moins, mais on essaie de changer encore malheureusement cette image. S'entraîner 4 heures par jour. 4 heures par jour. Parce qu'ils s'entraînent 4 heures par jour, les vrais combattants que je prends. Même les petits.
les vrais pros, hein. À l'international, ils s'entraînent 4 heures par jour, voire 5 heures des fois, c'est leur vie. Ils ont pas de kiné, ils n'ont pas de médecin approprié comme les fédérations, ils ont tout ce qu'ils ont à leur main, eux c'est tout à leurs frais. Alors on les aide de tout ce qu'on peut faire, au mieux, mais je trouve pas les mots, mais parce que moi je viens de là, c'est-à-dire que moi aussi, je me bats de ce côté-là pour les boxeurs, pour les mettre bien à tous les niveaux. Hein. On écoute Nassim avant de terminer sur cette magnifique interview. Moi, je pense malheureusement que ça va devoir prendre du temps dans le sens où ceux qui tiennent en ce moment les médias et les postes importants qui pourraient justement donner de la valeur et de l'importance au Muay Thai ou au MMA, au sport de combat, sont pour l'instant des personnes réfractaires, justement des personnes qui pensent justement que c'est des sports de banlieue, des sports violents, des sports de mauvais goût, et ça viendra avec le temps. Et si justement rapide Nassim. Oui, c'est comment on pourrait dire ça. Il n'a pas les mots, ça fait rien. Il n'a pas les mots, ça fait rien. Rapide, j'ai trouvé. Ces idées continuent à être mis en place et être développées de plus en plus. Il y a un moyen que derrière, dans les années à venir, ça puisse être mis en avant de plus en plus. Bien, Nassim. Muscle ton jeu. Les années à venir, à force d'attendre, les gens vont s'essouffler. Ce qui serait bien, c'est qu'on y arrive rapidement et que tout le monde réussisse. Merci. Non, personne ne lâche, ni nous les autres. On reviendra, messieurs. N'inquiétez pas. Merci, Djamania Koubenadj, Beata de Prestige Fight. Et justement, on reviendra pour toutes les infos. À de suite. Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 18h, 19h, Time Sport avec Bilal Nedman. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 18h, 19h, dans le Time Sport du lundi au vendredi avec vos consultants, coach Tolé, Nassim Bourras, Bassim Baoun et Juan José Dorado. Je vous rappelle avec nous jusqu'à la fin de cette émission, Djamania Yakouben et Adj Beatar de Prestige Fight. On prend la direction de Barcelone. Time Sport, la victoire. Et justement, le Barça a signé 7e victoire d'affilée en Liga contre Leganés, 3-1, qu'il avait battu à l'aller, mais perd Dembélé absent 2 semaines. Barcelone 46 points, on le rappelle, reprend donc 5 points sur l'Atlético de Madrid, deuxième avec 41 points et 10 points au Real Madrid, troisième avec 36 points. Cette blessure malvenue est-elle de nature à stopper Dembélé, redevenu déroutant sur le rectangle vert et décisif dans le jeu Blaugrana? Juan José. C'est surtout pas des chances pour Dembélé qui a eu une première saison avec le Barça assez compliquée parce qu'il s'est blessé à plusieurs reprises. Cette saison était bien commencée, hein. Il faut se rappeler fin août, début septembre, il avait été quand même assez beau, il avait beaucoup marqué. Par la suite, il s'est dispersé beaucoup, il a du mal à rentrer dans la discipline du Barça et depuis quelques semaines, on l'avait retrouvé et donc il est plutôt malvenu cette blessure, mais 15 jours, il s'est tordu la cheville, donc 15 jours, ce n'est pas beaucoup. Je pense qu'il n'aura pas du mal à revenir, sachant que de toute façon, effectivement, le Barça est en train de se renforcer dans le mercato. Il a fait venir Murillo pour renforcer sa défense. Il a fait venir Boateng qui va remplacer Suarez. Et puis, depuis quelques dizaines de minutes et puis quelques heures, on sait que Frenkie de Jong viendra au mois de juin prochain, puisqu'il a déjà signé avec le Barça. Mais Dembélé, je crois que cette blessure, encore une fois, elle est malvenue, mais ça ne met pas du tout en cause ses performances en tout cas, ces dernières semaines. Ça fait pleurer Olivier G, qui nous écoute ce soir et qui est vraiment tristouné avec cette nouvelle qui est tombée concernant De Jong. Nouvelle recrue du Barcelone. Le Barça possède-t-il dans ses rangs un remplaçant de même calibre pour pallier justement les 15 jours de carence de son diamant? Nassim. Ça va, c'est 15 jours, c'est pas la même blessure, c'est pas la même blessure qu'il avait eue l'année dernière. Ouais. On est loin de ça. Donc je pense que voilà, comme le disait Juan José, il va être vite remis sur pied et il devrait être présent pour les matchs à grands enjeux pour la Ligue des Champions. Après, pour De Jong, c'est quand même triste pour le PSG. Et après, qui pensait vraiment qu'il allait signer au PSG? Ouais. Moi, Olivier, Bassim, justement, alors, concernant ce Barça. Dembélé. En fait, gros problème, je trouve, pour le Barça, c'est que Messi, ces derniers temps, a quelques problèmes physiques. Et aujourd'hui, le Barça se déplace à Séville. Et Messi n'est pas dans le groupe. Et déjà, la semaine dernière, je regardais un match du Barça et je voyais que Messi boitillait un peu. Et Dembélé a beaucoup pris le relais dans ce côté un peu étincelle côté Barça. Donc, avec la blessure de Dembélé, un Messi qui est blessé également.
en Copa del Rey ce soir face à Séville, ça sera pas simple pour le Barça. On termine avec toi, Juste Barcelone et Dembélé. On commence aussi à retrouver un Coutinho qui était en mauvaise forme. Surtout, il était en manque d'inspiration ces dernières semaines. Je crois qu'il va pouvoir retrouver du temps de jeu. Et puis, on va peut-être utiliser un joueur qu'on n'utilise pas beaucoup, Arturo Vidal, qui était venu pour être remplaçant et qui va aussi profiter de cette blessure. Donc, dans les semaines à venir, pendant 15 jours, effectivement, il y a des joueurs qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir qui vont avoir leur opportunité avec ce Barça-là. Le 0153 48 3000 pour réagir avec nous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. On revient en France et plus précisément du côté de la cité phocéenne à Marseille. Time Sport. Le duel. Eh oui, Balotelli débarque enfin sur le Vieux-Port, le feuilleton du grand attaquant au début. Et cet été trouve finalement son épilogue en plein mercato hivernal. Quelle aventure, n'est-ce pas? Un club sous tension, un transfert aussi dont on sent qu'il ne fait pas une unanimité totale pour diverses raisons sportives et extrasportives. Ce contexte électrique est-il de nature à ramener les débats à leur juste place, à savoir remettre l'OM sur les rails du succès? On t'écoute, Claude. Oh, la bonne question. Écoute, l'OM voulait Balotelli il y a de cela 6 mois. Ça devait se faire, ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas joué à pas grand-chose. Je pense que l'agent n'est pas... Tu le voulais maintenant, on dirait que tu le voulais plus. Moi, je comprends plus, c'est Marseillais. Il ne peut pas être rangé à cela. Et je pense qu'il s'en est pas... Ils sont un peu insolents. C'est pas l'excuse, le fait qu'il n'ait pas marqué durant la première partie de saison, parce qu'un joueur de son standing ne pas marquer en Ligue 1, c'est juste inadmissible. Mais lui voulait vraiment venir à Marseille. Il voulait vraiment venir à Marseille et je pense, moi, que je pense que Marseille est un club qui, pour moi, est taillé pour lui. C'est-à-dire, il y a ce côté un petit peu... c'est un peu les montagnes russes, Marseille, c'est un volcan. C'est un public de passionnés, c'est un public qui a besoin d'avoir ces joueurs aussi un peu fantasques. Les supporters savent qu'ils vont avoir, vu qu'ils le voient sur les terrains de Ligue 1 depuis un peu plus de 2 saisons. Tu sais que ça peut très bien se passer, comme ça peut très mal se passer. Et c'est là où, justement, pour moi, les dirigeants marseillais ont été assez intelligents dans leur contrat de faire signer que 6 mois. Soit ça se passe bien, il met ses 10 buts et après on verra ou pas. Soit finalement t'as tenté le coup et puis il retournera peut-être en Italie ou ailleurs. Mais voilà. Il casse la baraque, il lance 20 buts et voilà quoi. Moi, après on reviendra du côté de Manchester City. Je reste persuadé que ça va le faire. Il faudra être patient. Ça fait quand même 1 mois qu'il s'est plus entraîné, qu'il est joué. Mais il est dans l'antre qu'il lui faut. Il est dans cette ambiance qu'il lui faut. Balotelli à Marseille, ça sera le feu quoi. Ça peut être un beau mariage. Aïe. Balotelli à Marseille. Bonne recrue. Oui. C'est bien pour Marseille. C'est comme le disait, il a peut-être pas scoré à Nice, peut-être qu'il voulait pas parce qu'il voulait partir. S'il aurait scoré, il aurait gardé. Il aurait dit non, on peut pas laisser partir un mec qui met des buts. Il va arriver à Marseille, il va mettre le feu, il va repartir. Ah voilà, ça va être ça. Jamal, d'accord avec ça? Je pense. Ouais, aussi. Sinon, on peut le recruter chez nous. Pourquoi pas? Ah ouais, c'est un beau bébé en plus. Ah non, il avait un coach. Un boxeur, hein? C'est un boxeur qui s'occupait de lui. Comment il s'appelle? Petrosian. C'est un bon ami à Petrosian. Ouais. C'est un très bon boxeur. Ils s'entraînent à la boxe. Ah d'accord. Comme quoi? Il y a des notions. On espère qu'ils n'utilisent pas sur le terrain de foot. Comme quoi? Ça balance dans le Time Sport. Ou avec Rudy Garcia. Bassim, on termine. Sur le Balotelli à Marseille. Déjà, enfin, parce que vu depuis le temps qu'on en parlait, ça ressemblait un peu à, je sais pas si tu te rappelles, à Jardel à l'époque quand il devait signer à l'OM et il l'a jamais signé. C'est un bon signe parce qu'il a le caractère, ça peut donner quelque chose. Ça peut également ne pas marcher. Après, j'ai des interrogations tactiquement parce que c'est un joueur qui fait absolument aucun effort défensif. Et sachant que tu as Payet qui ne fait aucun effort défensif, à un moment donné, il va falloir que certains en fassent. Par contre, il va t'apporter cette présence dans la surface que Germain ne t'apporte pas et que Mitroglou ne t'apporte pas non plus parce qu'il n'est pas en forme. Nassim, contrairement à ce que disait Claude, là, je suis pas d'accord avec lui dans le sens où contractuellement, c'est peut-être une mauvaise chose. Dans le sens où si sur ces 6 mois, Balotelli fait une bonne demi-saison, ça peut être dangereux pour Marseille dans le sens où on sait que c'est Mino Raiola qui est derrière l'Italien. Donc forcément, ça va augmenter les enchères. Donc après, derrière ces 6 mois, si Marseille se retrouve avec un attaquant de haut niveau, est-ce que derrière Mino Raiola va pas essayer d'augmenter encore plus les salaires et les négociations et derrière, ça risque de laisser l'OM sur sa faim avec un joueur qui peut
potentiellement être bon pour Rudi Garcia, mais ils recruteront Marseille. Recruté parce qu'il est trop cher. Et je crois qu'ils le recruteront. Alors, on termine sur le cas Balotelli. 4 millions, 1,4 million en variable, un mec qui touche 500 000 euros, qui n'a pas marqué un seul but tout au long de la première partie des saisons. J'ai mes doutes par rapport à Balotelli du côté de Marseille. Et si Marseille n'est pas en place européenne à la fin de la saison, ça aura été donc une recrue ratée. Et ce sera le danger pour Marseille. Rapide. Non, moi je pense que Marseille fait bien. Marseille fait bien parce que justement, là t'as Balotelli qui n'a pas marqué, qui n'est pas en condition, tu sais que c'est un peu une montagne russe. Il a vraiment fait 2 saisons pleines à Nice, mais sinon partout où il est passé, ça souffle un petit peu entre le chaud et le froid. Donc Marseille a raison. Après, de ce que tu dis, c'est pour l'après. Si jamais ça réussit, c'est clair, ça sera difficile après. D'autant que Raiola ne voulait pas clairement qu'ici à Marseille, il faut le savoir. Allez, on remonte dans la capitale après Marseille. Time Sport, le mode pressing. Et là, ça va faire parler là. Parce que quand on parle de Marseille, on doit aussi parler du Paris Saint-Germain. Je sais que ça te fait rire, Juan José, mais on est obligé, tu vois. Hein, c'est comme le CSA, quoi. On doit parler de CR7 et on doit aussi parler de Messi. Eh oui, c'est main des Celtics. Sinon, après les Celtics m'attendront en bas du studio. Le fichage technique au Paris Saint-Germain. Soupçon de fichage technique. Le Paris Saint-Germain condamné à 100 000 euros d'amende. Tout ça, rien que pour ça. La commission de discipline de la Ligue s'était réunie spécialement pour instruire le dossier sur l'affaire des soupçons de fichage technique ce mardi. Son président, Sébastien Deneux, a évoqué une maladresse individuelle et des négligences collectives. Quand on se rappelle le déferlement médiatique au moment de la révélation de ces soupçons et son terme, aujourd'hui, une affaire réglée comme par simple amende, est-ce que, ce monde est vraiment sérieux? Le monde du football, la direction du football français, Nassim, on t'écoute. Et après, on aura même un mot, je crois, de nos invités de ce soir. Oui, moi, je vais laisser parler mon indignation, parce que c'est pour moi une peine casse-noisette, elle ne sert à rien du tout. Elle est inutile, 100 000 euros, c'est une erreur. Excusez-nous, on a fait du fichage ethnique, on a séparé les joueurs selon leurs origines. Donc désolé, c'était une petite erreur, on n'a pas fait gaffe. On a laissé des jeunes joueurs de côté, empêcher de les laisser réaliser leurs rêves, parce qu'on les a séparés vis-à-vis de critères qui n'ont absolument aucun lien avec le football. Je ne comprends pas, je ne comprends pas là où veut en venir la justice avec cette peine, parce qu'elle est ridicule au vu de ce qui a été fait. Elle est ridicule, mais dans cette émission, on aime bien apporter aussi de la pertinence, n'est-ce pas, Juan José? On se moque des fois des cris survenus sur un certain Koulibaly du côté de Naples, avec le Napoli. On se moque, on aime bien donner aussi, porter des leçons au championnat qu'est le Calcio, le championnat de football italien. Mais après, on est vu d'une autre façon, nous, Français, vis-à-vis des 5 grands championnats européens. Ça, je le pose comme... Oui, il n'y a rien contre toi, Nassim. Là, je le pose pour tous les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent. Là, je dis, en quelque sorte, en tant que moi, journaliste et présentateur de cette émission, comment le football français peut être vu d'une certaine manière à l'étranger. Et on s'indigne. On s'indigne dans la presse sportive. On s'indigne, oui, on s'est indigné du côté des autres pays européens quand on a connu l'affaire. Mais excusez-moi, je ne partage pas votre avis. Je crois qu'on a fait monter la mayonnaise un peu trop vite. Je crois que tu as donné les 2 mots qu'il fallait. C'est la négligence de la part du club qui n'a pas suivi comme il faudrait. Et d'un autre côté, effectivement, c'est les pratiques de quelqu'un en particulier qu'il avait fait par ailleurs dans d'autres clubs avant de venir au PSG. Donc, quand on regarde la photo du club, on ne peut pas dire qu'il y a des fichages techniques du côté du PSG. Donc 100 000 euros, c'est parce qu'il y a une négligence, et ça, il faut marquer le coup quand même. Mais au-delà de ça, je crois qu'effectivement, on a fait monter la mayonnaise très très vite avec cette histoire qui par la suite est quand même retombée. Peut-être. Comme un peu tout le buzz qu'il y a eu autour de Mediapart et toute la révélation, parce qu'on n'en parle plus aujourd'hui. Après, moi, je suis pas d'accord avec toi, Nassim, parce que il n'y a pas eu de précédent, donc on peut pas savoir si 100 000 euros c'est bien ou pas bien, parce qu'il n'y a pas de précédent, donc t'as pas de barème. Et deuxièmement, on n'a pas forcément les tenants et les ressortissants de l'enquête. Donc imagine, il s'avère que tous les clubs de Ligue 1 ont fait ce type de fichage ethnique. Donc ça veut dire tu vas créer une jurisprudence qui va être énorme et qui va entacher l'image de ton championnat.
Donc là, tu te retrouves à mettre cette sanction un peu symbolique de 100 000 euros par négligence. Oui, peu importe la raison, mais au final, tu voulais quoi comme sanction? 1, tu n'as rien sur quoi te baser. 2, tu peux pas te baser juste sur un reportage qui a été fait par envoyé spécial. 3, si tous les clubs de Ligue 1 font ça, à un moment donné, tu vas te retrouver avec ton pays, l'image de ton championnat qui est entachée. C'est pas grave. C'est pas grave. Le coach. C'est pas grave. Là, c'est mon écoute. C'est grave, si, c'est grave pour un Ligue 1, pour un championnat qui essaie de vendre ses services à l'étranger, qui essaie de bien se faire voir par tout l'étranger. Si tous les clubs sont sanctionnés pour un fichage ethnique, tu passes pour, entre guillemets, un championnat raciste. Là, Simon, t'écoute. Avant la fin de cette émission. Si on prend ton argument inverse, ça veut dire que là, techniquement, le barème est fixé. Si vous faites du fichage ethnique, vous devez juste payer 100 000 euros. C'est ça. Voilà. Donc là, c'est ridicule. Là, ça veut dire que là, en gros, tu autorises les clubs français, et même au-delà, même les clubs européens, tu donnes un signal à l'Europe en disant comme quoi le fichage ethnique est techniquement autorisé parce que vous allez juste payer 100 000 euros d'amende. Moi, je trouve ça ridicule. Je trouve ça totalement ridicule. Après, si tu dois sanctionner tous les clubs qui font ça, sanctionne-les. Non, mais parce que là, techniquement, tu refuses l'accès au football à un joueur sur des principes qui ne sont pas footballistiques. Merci, là, c'est juste un truc, il n'y a pas de sanction, mais le PSG est déclaré coupable. Donc déjà, l'image du PSG, elle est entachée par ça. Donc c'est déjà une énorme sanction de déclarer le club coupable de fichage ethnique. Tout le monde le fait. C'est ça. Merci. Tout le monde le fait. Tu dois sanctionner tout le monde. On va sanctionner déjà toi, pour commencer. Nono du Luxembourg qui me dit c'est Nono dans les pays anglo-saxons, dans les entreprises aussi. C'est un problème beaucoup plus profond. Je suis d'accord avec Nassim. On met une amende de 100 000 et on passe à autre chose. Alors on revient. On parle 15 jours et après on fait comme si de rien n'était. Justement. C'est un problème qui est beaucoup plus profond. On revient à Prestige Fight avec Jamal Yacouben et Adjo Beatar, justement pour vous suivre. Les sites internet où on peut vous suivre pour le prochain événement. www.prestigefight.com déjà pour le site et sur tous les supports réseaux, Facebook, Instagram, YouTube, voilà. Ça va. Et vous le donnerez le lieu, on l'espère. On va le donner. Ouais. On va me donner la fight card. Ouais. En tout cas, un grand merci à Jamal Yacouben et à Adjo Beatar de Prestige Fight. À vous. Un grand merci aux consultants de m'avoir accompagné. On se donne rendez-vous demain à partir de 18h sur l'antenne de Beurre FM. Passez une excellente soirée avec les programmes de Beurre FM. Merci à Time Sport. Retrouvez Time Sport tous les jours de 18h à 19h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.